C'est un peu malheureux de transformer les arbres en charbon de bois pour pouvoir sécher le thé. Alors qu'il y a d'autres moyens qui respectent mieux l'écosystème, mais qui pourraient être mis en fait en balance en tant qu'alternative. Nous avons commencé à intéresser les industries de thé parce qu'ils utilisent beaucoup de bois. Le conseil qu'on leur donne aussi, c'est d'essayer comment est-ce qu'ils peuvent réduire et peut-être adopter des nouveaux chaudières parce que le bois se fait un peu rare dans ce pays. Une solution à ce problème pourrait être la tourbe qu'on trouve dans les marais, comme dans la vallée de la Ruzizi. La tourbe se forme sur des centaines d'années. Donc c'est la matière organique qui s'entasse dans un endroit, surtout dans des vallées. Et après un certain nombre d'années, cette matière organique se transforme en tourbe qui a un certain pouvoir calorifique. Après avoir drainé le terrain marécageux, un tracteur gratte la végétation du sol. Ensuite, une deuxième machine déterre la tourbe et la transforme. Il y en a une très grande quantité en fait, mais la tourbe a été délaissée un peu de côté tout simplement pendant une période assez longue. Ça a été un sujet de discussion parmi les scientifiques et parmi les bailleurs de fonds. Comment catégoriser, disons, le développement de cette énergie? Est-ce qu'il faut classer ça dans les énergies renouvelables ou bien il faut classer ça comme énergie polluante? Elle n'est pas renouvelable parce que, à l'échelle où on l'utilise, il est presque impossible qu'on puisse avoir en fait la matière qui se renouvelle au fur et à mesure. Donc la quantité, par exemple, de tourbes existant au Rwanda aujourd'hui peut être utilisée sur 30 ans, par exemple, en produisant 100 MW et plus. Mais sur ces 20 ans-là, il est impossible de reformer les gisements de tourbe. Après la transformation, les briquettes de tourbe sont séchées, stockées pour la vente et transportées vers des usines comme la Cimeroy. La tourbe est très intéressante comme combustible. On peut la brûler dans des fours destinés à la fabrication du ciment, comme à Ngarama. Ici, à la Cimeroy, on a commencé à utiliser la tourbe à partir de novembre 2009, puisque c'est moins cher par rapport au HFO, le Heavy Fuel Oil. Nous avons déjà réalisé 30% de substitution de fuel oil par la tourbe. C'est-à-dire que la nouvelle usine va utiliser uniquement le mélange de charbon et de la tourbe. Le fait d'utiliser la tourbe dans des usines aujourd'hui au Rwanda, c'est quelque chose de positif. Parce que même si on dit que brûler la tourbe, ça pollue, mais il faut aussi penser que si on ne l'utilise pas de façon contrôlée, on a déjà eu les cas, les gisements de tourbe peuvent prendre feu d'eux-mêmes et puis causer des problèmes. Et là, tu renvoies le CO2 d'un coup. Autant l'utiliser d'une manière contrôlée et envoyer le CO2 de manière contrôlée dans l'atmosphère. Depuis des siècles, les Rwandais fabriquent et consomment le charbon de bois. Aujourd'hui, l'importation et l'exportation réglementée de ce combustible est devenue négligeable. Pour satisfaire aux besoins de sa population, et surtout de ses villes émergentes comme Kigali, le Rwanda doit malgré tout compter sur ses propres ressources. À la campagne, les enfants sont jour après jour chargés de ramasser le bois de cuisine. Le temps consacré aux travaux ménagers et à la préparation de la nourriture est fort exagéré par rapport au temps consacré aux études.
Un bon exemple est donné par le groupe scolaire d'Ouillé, où les déchets de cuisine et de toilette sont récupérés et transformés en gaz méthane qui sera recyclé pour la cuisine. Comme partout au monde, les moments de repas sont sacrés. Une réduction du temps de préparation des repas serait encore plus avantageuse pour l'éducation des enfants. L'utilisation de biogaz serait une solution. Tout déchet biologique peut être mis en valeur pour la production de la biomasse et ainsi créer des gains énergétiques. Du déchet à l'énergie. Probablement une meilleure gestion du boisement permettrait également d'augmenter la production du bois. Aujourd'hui, le gouvernement rwandais en fait une priorité. La Terre est constituée de magma. Donc, le cœur de notre Terre, à l'extérieur, la croûte terrestre, c'est la couche la plus froide. Plus on va vers le centre, plus la température augmente. Donc, la croûte terrestre est en train de bouger. En descendant dans les profondeurs, on rencontre parfois des cavités. Dans ces cavités, il y a de la chaleur. Le Rwanda se trouve sur cet axe. On le voit quand on regarde l'Afrique. Il y a en fait une ouverture qui se crée. Une partie va vers l'est, l'autre partie vers l'ouest. Donc, tout au long de cette vallée, eh bien, il y a des possibilités de développement de l'énergie géothermique, c'est-à-dire la chaleur qui est renfermée dans la croûte terrestre. Et cette chaleur, on peut le capter, et tout ce qui est chaleur, on peut le transformer en énergie.
Imaginez une théière sur un poêle chaud. L'eau s'évapore et s'échappe par le bec. On peut comparer le poêle au magma et la théière aux poches d'eau enfermées sous la croûte froide de la planète. Après une averse, l'eau s'infiltre et est recueillie dans des réservoirs souterrains. Lorsque ces réservoirs se trouvent près du magma, l'eau est chauffée et la vapeur s'échappe vers la surface. La façon industrielle consiste à forer 2 trous à travers la croûte terrestre jusqu'au magma, ensuite d'y injecter l'eau froide, et cette eau sera bouillie et renvoyée à la surface sous forme de vapeur. La chaleur, il peut être sous forme, disons, de gaz. Il peut être sous forme de l'eau chaude. Parce que lors de la formation, l'eau a pu pénétrer là-dedans. On parle de geyser. Eh bien, il y a des possibilités de développement de l'énergie géothermique. La géothermie se trouve dans la catégorie des énergies renouvelables parce qu'on ne brûle pas. Il n'y a pas de combustion quand on utilise, disons, l'énergie géothermique. On capte une source de chaleur, on le transforme, sans passer par d'autres étapes, donc c'est pas polluant. And in particular in Rwanda, we are planning to do the drilling up to 3 kilometers to get out the hot water that we can use for generating of base load electricity. We can use it for direct industrial processing, so you can develop it where it is, especially in the rural areas, to help the economic development in those areas and provide jobs in these areas. Depuis plus de 30 ans, les scientifiques ont localisé au moins 9 sources géothermales au Rwanda, toutes liées aux activités volcaniques dans la vallée du Rift. D'après la société Chevron, les sites de Gisenyi et Mashuza sont exploitables à court terme. C'est une technique assez coûteuse. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette zone, tout le monde sait que le Rwanda, c'est le pays des 1000 collines. Il y a des collines, c'est la raison où il y a énormément de volcans et c'est la raison pour laquelle il y a de la géothermie. Mais ça veut dire aussi qu'il faut descendre dans des profondeurs pour capter. Et aussi qu'il y a un problème d'enclavement du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un port qui donne sur une mer ou l'océan. Il faut venir des pays côtiers, de là. Tout ça, c'est une technique extrêmement coûteuse. Geothermal itself, it has the potential to provide the largest amount of energy in the country at a cost-effective price. If you look at the other sources of energy in Rwanda, we have almost exhausted the other sources, for instance, hydro and others. So geothermal is a better alternative. Récemment, une 3e zone a été localisée aux environs du volcan Moabura et ici, à Bugarama. La population locale a déjà découvert les avantages de la géothermie.
Le soleil chauffe les eaux des océans, des lacs et des rivières qui s'évaporent en formant des nuages. Quand ces mêmes nuages deviennent trop lourds, l'eau tombe en gouttes du ciel et nous disons qu'il pleut. Les sources du Nil se trouvent dans la région des Grands Lacs, au Rwanda et au Burundi. Richard Kant a été le premier explorateur à découvrir les 5 sources. Il a publié ses explorations dans son œuvre Caput Nili en 1898. L'Homo sapiens a probablement utilisé le Nil comme moyen de transport. Dans ce même mouvement, les Africains ont transmis leur richesse et leur culture au monde entier. On parle en fait de Nil comme source de vie. C'était le véhicule. C'était, je dirais, l'interface, le moyen de communication. Je suis très fière du fait que le Nil prend sa source au Rwanda. L'Égypte a le barrage d'Assouan, ils ont de l'électricité, ils produisent du riz. Des fois, on dit, mais enfin, est-ce que nous allons être toujours des gens qui vous donnent de l'eau, hein? Et est-ce que nous n'avons pas quelque chose à gagner au retour? Le Rwanda, il est super intéressant du point de vue hydraulique. On appelle le Rwanda le pays des 1000 collines. Il y a un écosystème qui est extraordinaire dans ce pays. Et les petites centrales hydroélectriques respectent l'écosystème. Ces petites centrales électriques peuvent parfaitement être fabriquées au Rwanda. Une forte demande pourra même générer des emplois. Le gouvernement rwandais encourage ses citoyens à produire eux-mêmes de l'énergie. Le surplus en électricité pourra être injecté sur les réseaux nationaux. Quand on fait des petites centrales au fil de l'eau ou avec une toute petite dérivation pour toujours respecter le principe de base, donc dénivelé, je crois qu'on peut avoir de l'énergie. L'eau coule à travers une turbine hydraulique qui est couplée à travers un alternateur et cet alternateur à son tour produit l'énergie qui est dispersée vers les utilisateurs à travers des postes et des lignes électriques. Regarde la couleur de cette eau. Elle est tellement brune à cause de l'érosion. Cette eau-là, ça ne nous sert à rien. Nous ne pouvons même pas nous laver là-dedans. Nous ne pouvons pas boire cette eau. Ce n'est plus l'eau. Alors moi, je lui ai dit, je préférerais que l'on puisse avoir une petite centrale ici. On aura l'électricité. On pourra traiter cette eau puisqu'on aura de l'énergie. Et peut-être les gens peuvent l'utiliser. La plus vieille centrale hydroélectrique, c'était une Taroka qui a été réalisée fin des années 50. Même avant ça, il y avait des centrales, mais c'était des centrales, disons, de type thermique. J'étais parti dans la première moitié des années 80 pour être à pied d'œuvre pour la centrale, deuxième centrale dans la vallée de Ruziji. J'étais chef d'aménagement de cette centrale. Quand on crée des grosses centrales hydroélectriques,
où on doit réaliser des retenues, des barrages, ce qui fait que ça perturbe l'écosystème. Le barrage sur le Nyabarongo, à Ngorero, sera le plus grand du Rwanda. Il produira 28 mégawatts d'électricité. Si on doit construire des barrages, je crois que le gouvernement ici a une politique en place, une loi qui exproprie les personnes pour les travaux d'intérêt général. Je crois que la cohésion au point de vue, disons, humanité, au point de vue historique, sans Nil n'aurait pas existé. Avant de se jeter dans la Méditerranée, le Nil parcourt plus de 6700 km en traversant 5 pays. Le Nil restera pour toujours une rivière mythique, un véhicule de l'histoire et de la culture. Mais avant tout, l'eau restera l'eau, de l'énergie pour nous tous. Mazamu ve burayi muze ku kibuye. Mazamu ve Amerika muze ku kibuye. Mazamu ve South Africa muze ku kibuye. Mazamu ve Zanzibar muze ku kibuye. Maza kwiyumvira amahumbezi ya kibuye. Maza utabera neza. Maza wicara neza. Maza kwiyumvira amahumbezi ya kibuye. Normalement, on commence à apercevoir le gaz méthane autour de 190 mètres. Donc, c'est dans la partie la plus profonde du lac qu'on trouve le gaz méthane. Et c'est pour cette raison, par exemple, qu'on peut facilement dire qu'à Bukavu ou à Cyangugu, il n'y a pas de gaz méthane parce que le lac n'est pas assez profond pour avoir le gaz méthane concentré dans les eaux profondes. Il y a 2 lacs qui ressemblent au lac Kivu au Cameroun. Je pense que vous avez entendu parler du lac Nyosemunu, qui ont explosé il y a quelques années. Mais ces lacs-là contiennent le CO2 et ils n'ont pas de méthane. Donc le méthane, c'est la particularité du Rwanda. Le gaz méthane du lac Kivu, là-dedans, en fait, c'est une composition chimique. Là-dedans, nous avons CH4 et qui constitue 24 à 25% du gaz. Il y a dioxyde de carbone qui constitue évidemment la plus grosse partie du gaz, qui est de l'ordre de 73-74%. Et puis, il y a sulfure d'hydrogène et autres gaz comme azote, comme nitrogène, etc., mais en beaucoup plus petite quantité. Le premier processus concerne la formation du méthane à partir des composés organiques qui se déposent au fond du lac. Et grâce à la décomposition, on forme le gaz. Donc ça, c'est un procédé classique qui existe partout, mais qui ne pourra jamais expliquer la quantité assez élevée de gaz méthane qu'il y a dans le lac Kivu, et qui ne peut pas aussi expliquer pourquoi dans les autres lacs, on n'a pas le méthane, parce que la décomposition se fait partout. Le deuxième procédé sur lequel on tend beaucoup plus, c'est qu'il y a le CO2, parce qu'on est dans une région volcanique, il y a le CO2 qui arrive de la profondeur de la Terre, qui se recharge dans les eaux du lac de façon régulière. Et on a constaté que dans le lac Kivu, il y a l'existence de bactéries
méthanogène, donc qui transforme le CO2 en méthane, qu'on ne retrouve pas dans les autres lacs parce qu'il n'y a pas de présence de ces bactéries. Le gaz méthane a été découvert depuis déjà pendant la période de la colonisation. La raison est la Belgique à cette époque, quand ils ont commencé à construire la brasserie du côté de Gisenyi, eh bien, ils ont pompé le gaz qu'ils ont acheminé à peu près, je ne sais combien de kilomètres, 1 ou 2 kilomètres, de telle façon que le gaz était déjà utilisé. Il y avait ce besoin d'énergie, il y avait cette ressource, et ceci en fait respectait à cette taille l'écosystème de l'endroit. Et on avait marié les deux concepts, le besoin, la demande, et puis les ressources disponibles. Et on avait développé une petite centrale qui transformait le gaz méthane qui se trouvait à l'endroit dans le lac pour développer le besoin en énergie de la brasserie. Sauf quelques essais par la Braleroy, il n'y a pas eu d'exploitation industrielle du gaz méthane, dû au prix très bas du pétrole. Mais je crois que ce qui est nouveau, c'est l'intérêt aujourd'hui que le Rwanda porte sur le gaz méthane. C'est une priorité que le gouvernement porte sur le gaz méthane parce que c'est une source qui est là et qui n'est pas exploitée. On a un gisement qui est assez énorme, 55 milliards de mètres cubes de gaz méthane dissous dans l'eau. Mais la difficulté sur laquelle on a été confronté depuis le début, c'est le fait de mettre en place la technologie d'extraction. Une plateforme avec du matériel sophistiqué a été mise en place sur le lac Kivu. Une pression naturelle pousse un mélange d'eau et de gaz vers la surface et dans un séparateur. Le gaz est séparé de l'eau et collecté dans un tuyau, puis envoyé dans des citernes pour y être nettoyé. Le gaz est séché, compressé et transporté à l'état pur vers une centrale pour la production d'électricité. Ce projet produira 100 MW d'électricité pour la région. Et en même temps, il diminuera l'émission de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Aha turabona ikiyaga aho hazakurwamo gaze, ariko gaze izava ahantu hagera nko mu birometero bigera muri 13 uvuye ku nkombe, ikaba izacukurwa hasi mu mazi ahagera muri metero 300, ikazaza mu matiyo azaba anyura mu kiyaga. Turiya tubona n'utwereka aho amatiyo azanyura, ubwo iyo gaze ikaza ikagera hano tuyikoresha mu mamashini. Aha turabona imashini itanga umuriro w'amashanyarazi, igizwe n'ibice bibiri. Igice kimwe gishinzwe gutanga ingufu zo gukaraga alternateur ariyo itanga umuriro w'amashanyarazi. Umuriro w'amashanyarazi tukawufata tuwushyira ku mapironi duhereza abaturage umuriro. Il faut maintenant les infrastructures nécessaires pour pouvoir distribuer ce gaz ainsi que les produits dérivés. On peut produire des hydrocarbures liquides, comme le diesel. On peut produire l'électricité qui nous manque tant et qui freine aussi le développement économique du pays. Mais d'un autre côté, on peut ici utiliser ce gaz comme combustible pour les ménages. On peut le transformer, on peut le mettre en bouteille, on peut faire beaucoup de choses. Mais le tout, c'est encore une fois respecter l'écosystème et voir quel est le bilan économique. Nous ne pouvons pas croiser les bras et dire oh, exploiter le gaz méthane peut être dangereux, laissons mourir ce gaz. Peut-être, le fait de ne pas l'exploiter, il s'accumule, eh bien, ça peut aussi avoir un impact négatif. Donc, je crois que, comme dirait le Rwandais, tu ne peux pas refuser d'aller dormir parce que tu as peur de rêver. Eh bien, il faut mettre la main à la charrue et essayer d'exploiter cette source d'énergie.
L'origine de l'humanité peut être située en Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs. En utilisant sa force musculaire, une des découvertes les plus importantes que le premier homme a faites est le feu. D'une génération à l'autre, le feu se passe. Il est symbole de la vie. Tout prend son origine au niveau de l'énergie musculaire. Même l'énergie au début, quand l'homme a commencé à frapper la pierre, c'était à partir de son énergie musculaire. Il est connu que les Rwandais sont des grands travailleurs. Monter une colline de presque, je ne sais pas combien d'altitude, cultiver un hectare avec la houe, c'est quand même très difficile. La force musculaire est la base de toute énergie. Même un enfant, nourri au sein de sa mère, utilise inconsciemment ses muscles. L'homme, c'est une machine fantastique qui est en fait la machine la plus parfaite qui puisse exister dans l'univers. Il peut déplacer pas seulement son poids, mais il peut déplacer également une masse, du poids, il peut faire du frottement, créer de la chaleur, il peut tout faire. L'homme travaille comme une machine en quelque sorte. Pour beaucoup de gens, les machines et les carburants sont trop chers. Ils doivent donc les remplacer par leurs propres muscles. D'ailleurs, les pyramides et les cathédrales ont également été construites avec rien de plus que les muscles. Les touristes sont souvent étonnés de voir les Rwandais transportant des poids sur leur tête et sur leurs bicyclettes. L'énergie musculaire est sûrement l'énergie la plus adaptée à la population rwandaise. Les muscles des Rwandais sont adaptés au cyclisme de montagne. Team Rwanda, l'équipe nationale de cyclisme, a été classée 7e en Afrique, ce qui démontre que le cyclisme, donc l'énergie musculaire, a encore un grand avenir au Rwanda. L'homme utilise son énergie musculaire, il pédale, il transforme donc un mouvement rotationnel en un mouvement de déplacement. Eh bien, le cerveau contrôle ça et quand il n'a plus d'énergie, il donne l'instruction, les jambes ne bougent pas. Well, Africa being credited with another contribution to science. CNN's Patricia Kelly talked with researchers who have evidence that 20,000 years ago, before the pharaohs of Egypt, another African civilization produced a sophisticated calculator. 70% de l'énergie se trouve au niveau du cerveau. C'est la plus grosse consommateur d'énergie. Proof that primitive man was well acquainted with mathematics lies on the 19th floor of Belgium's Royal Institute of Natural Science. It's a piece of animal bone, just 10 centimeters long, about 4 inches. The bone was found near Lake Edward at Ishango, on the border between the Congo and Rwanda. Do you see on a screen this? This is Ishango bone, and it has been used in counting.
This is what have been found here and here in Rwanda, in the actual Rwanda. So we have to be proud of this bone Ishango. Can you get me well there? L'impact de l'énergie musculaire sur Rwanda, c'est notre première source, si je puis dire, puisque la population rwandaise, c'est notre bien, c'est notre premier bien que nous avons. Eh bien, il faut bien préserver ça de façon aussi durable, d'une certaine manière. S'il m'était donné d'être un de ces Nord et d'un pas solidement soutenu, je ferais le bonheur de plusieurs générations. Que ce soit les célèbres Rwaterabanzi ou encore Isavane, je serais le témoin vivant de leur statut insurpassable. Que ce soit par le mouvement de la tête avec ma coiffe, que ce soit avec les mouvements musculaires de mon corps, j'évoluerai avec force et grâce, caressant avec insistance l'exécution de la fin de série. Mon entrée en scène serait telle qu'il me croirait à ma vitesse de croisière. Et quand j'apparaîtrais en tournoyant la tête avant d'exécuter le mouvement final, on serait dans l'obligation de reconnaître que je suis bien meilleur que tous ces anciens héros que j'aurais malgré moi surpassés. Le Soleil, bien que distant de 150 millions de kilomètres de notre planète, est aussi notre plus grande source d'énergie. Nous pouvons convertir l'énergie solaire en chaleur ou en électricité. Mais notre corps et la nature qui nous entoure en sont les meilleurs capteurs. Le séchement au soleil et la qualité de l'argile jouent un rôle primordial dans la fabrication des briques et des tuiles. Malheureusement, par le manque de bois pour chauffer les fours, une industrie traditionnelle qui génère de l'emploi à la campagne risque de disparaître. Le soleil, c'est un des types le plus naturel qui puisse exister au point de vue énergie. D'ailleurs, l'homme prend son énergie du soleil. Sans soleil, il n'y aura pas de vie. Eh bien, cette énergie, on peut l'utiliser pas uniquement pour les besoins anatomiques ou biologiques de l'homme, mais aussi pour ses besoins. Il y a en fait un créneau où nous pouvons utiliser l'énergie solaire, notamment les panneaux solaires.
cette énergie envoyée par le soleil, eh bien, on peut les capter et transformer en énergie électrique. On peut chauffer de l'eau, on peut faire du courant électrique, on peut faire tas de choses. Les panneaux photovoltaïques peuvent charger des téléphones portables ou des petites lampes pour éclairer une maison. Cependant, cette électricité est 5 à 10 fois plus chère que l'électricité provenant des centrales hydroélectriques. Le bilan économique pour des centrales solaires au-delà d'une certaine taille est assez important, c'est-à-dire assez cher, parce qu'il y a en fait d'autres ressources naturelles qui respectent l'écosystème, qui répondent aux besoins des gens et qui sont moins chers. Hano nk'uko mubireba dufite uruganda rw'imirasire y'izuba rugizwe n'amapano agera ku 4,000, harimo n'amakonvertiseri agera kuri 35. Ayo mapano abyara umuriro w'amashanyarazi ari wo winjira mu muyoboro wa Ewasa wo kuri 100 kV kuri kilovolt 30. Je crois qu'il faut investir en énergie solaire puisque c'est une énergie renouvelable. Et maintenant, l'impact négatif sur la population qui proviendrait des déchets, les technologies existent. Vous recyclez, vous réutilisez. Une fois qu'un panneau vient, disons, au bout de sa vie de production, qu'il soit bien récupéré, recyclé, retransformé, donc tout ça fait partie encore une fois de l'écosystème. Tout le monde a entendu parler donc de l'avenir de l'humanité, l'échauffement qui menace la Terre. Donc la pérennité de l'homme est en question avec ça. Si on ne trouve pas une solution, donc on va peut-être vers une catastrophe. Je suis ingénieur, donc je ne dois pas parler des catastrophes, mais des solutions. Mais il faut faire des démarches, des approches qui sont, disons, réfléchies et calculées.